Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici le dernier épisode de la saison, les sorties de la semaine. Donc le principe est simple, je te donne une sélection des derniers films et séries que j'ai regardés, que ce soit les films d'animation. Du coup après on va basculer sur l'été, donc ça sera les blockbusters de l'été, et en plus il y a la fête de cinéma qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, j'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Tu es le bienvenu et surtout, bienvenue. At night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Jurassic Park. Donc voici un peu la musique, tu l'as reconnue. Donc aujourd'hui nous allons parler de deux films d'animation, deux séries et bien sûr de deux films qui sont sortis soit au cinéma soit sur les plateformes de streaming. Du coup là tu as peut-être reconnu, et il y aura en plus la critique du dernier film Jurassic World, le monde d'après. Je le réserve pour la fin, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir ma critique. On attaque le menu. Donc on va commencer avec un dessin animé qui est sorti dans les années 80. C'était un film que je regardais quand j'étais gosse à l'époque. Ça passait au Club Dorothée et je suis tombé dessus par hasard. Le film est sorti l'été dernier. Il s'appelle D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Sauf que là ils sont avec un chien. C'est un chien, D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Donc c'est près de 2 siècles après sa publication, le plus célèbre des romans d'Alexandre Dumas. Père continue d'inspirer des petits et des grands après de nombreuses adaptations au cinéma, au théâtre, à la télévision. Les aventures de D'Artagnan s'offrent une nouvelle peau avec la sortie D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Il a été dévoilé le 25 août sur grand écran, ce long métrage d'animation en 3D est le tout premier film du réalisateur Tony Garcia. Ce dernier adapte ainsi la série hispanico-japonaise culte des années 80, diffusée en France à partir de 1984 et ayant le rythme de la programmation du légendaire Club Dorothée, avec son générique inoubliable signé Jean-Jacques Debout.
Alors cette année, le héros canin de 26 épisodes de la série font leur première apparition au cinéma, car oui, la grande originalité de D'Artagnan et les 3 mousquetaires était de mettre en avant un casting animalier. Athos était un berger allemand, Porthos un Saint-Bernard, Aramis un Springer anglais, tandis que D'Artagnan était un Beagles, sans oublier la souris Pipe, un film qui fera le bonheur des parents nostalgiques tout en charmant leurs enfants. Donc l'histoire elle est simple, hein. Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris, avec pour ambition de devenir mousquetaire du roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance de la reine. Intrépide mais ne refusant aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des 3 mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis, qui intègrent dans le célèbre garde du roi. Ensemble, ils vont devoir déjouer le complot imaginé par le cardinal Richelieu et retrouver le collier de la reine. Donc c'est adaptation du long métrage de la série animée des années 80 et tiré du roman de Alexandre Dumas, le père de l'histoire, simplement. Donc du coup, on va passer à la... Alors, bon, tout le monde connaît l'histoire de D'Artagnan et les 3 mousquetaires, mais il y a eu plusieurs films, plusieurs séries. D'ailleurs, il y a un nouveau film qui va arriver aussi sur Netflix avec Vincent Cassel qui joue le rôle d'un mousquetaire, qui va arriver très bientôt, je crois que c'est l'année prochaine, je crois, il sera en 2 parties, 2023 et 2024, avec Eva Green qui jouerait une méchante, je ne me rappelle plus de son nom. Et du coup, la série animée des années 80 se passait directement au Club Dorothée, hein. C'était juste un rendez-vous quotidien, tous les mercredis et les samedis, on se mettait tous devant notre poste de télévision et on regardait bien sûr la série D'Artagnan et les 3 mousquetaires. Il y en avait eu d'autres, il y avait le Tour du monde en 80 jours, il y avait eu Sherlock Holmes, ils en avaient fait énormément. C'était vraiment une époque où les dessins animés avaient fait le bonheur des heures de télévision, hein. On avait plus de 10 heures d'émission par semaine quasiment. C'était énorme, donc c'était génial, hein. C'est même pendant les vacances, ça me suivait les jours fériés, à Noël, enfin bref, le Club Dorothée reste légendaire grâce à tous les mangas qui ont été la promotion du Club Dorothée. Bien sûr, on a retenu Saint Seiya, Dragon Ball, City Hunter et plein d'autres, hein. Bien sûr, on va pas tous les citer, on va y passer la soirée. Et du coup, D'Artagnan et les 3 mousquetaires, du coup, est fidèle aux séries de l'époque. Moi j'ai beaucoup apprécié, super bien fait. En plus il y a des clins d'œil à la série avec la musique et tout. Même pendant un moment on a une séquence en 2D où il y a la musique du générique et tout qui passe. C'est vraiment un très bon film si tu ne l'as pas vu, pour le faire découvrir à tes enfants ou tes petits-enfants, ou te replonger dans ton enfance tout simplement. Je te le conseille fortement. Tu peux le trouver soit en DVD, soit sur YouTube apparemment, à la location, sur Amazon aussi. Voilà, il est sur plein de plateformes de streaming. À toi de le découvrir. En sachant que je mettrai une note, je mettrai un 8 ou 9 sur 10, parce que je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Donc, on va rester dans la nostalgie, hein. Écoute, cette émission est sous le coup de la nostalgie apparemment. Du coup, le prochain film d'animation que j'ai vu, c'est Détective Conan Scarlet Bullet, qui a été réalisé par Shika Nagoaka et Takeharu Sakurai. Minami Takayama et Wakana Yamakazaki et Rikiya Koyama sont bien sûr les doubleurs, tu l'as reconnu peut-être. Shogakukan et TMC Entertainment sont les producteurs. C'est Yorimurichi TV Japon, donc il est sorti l'été dernier en 2021. Il y en a un nouveau qui est sorti en 2022, mais j'ai pas eu la chance d'aller le voir encore, mais dès que je l'aurai vu, je te ferai une critique, il n'y a aucun problème. Donc Détective Conan de Scarlet Bullet est un film d'animation japonaise réalisé par Shika Nagaoka et sorti en 2021. Il s'agit du 24e film de la série de long métrage issu de la série Détective Conan. Il fait suite au long métrage Détective Conan Konojo no Fist. Il s'agit du premier film Détective Conan à être distribué au cinéma en France. Le Japon se prépare à accueillir des jeux sportifs mondiaux, les GMC, à Tokyo. Bien sûr, c'est comme les Jeux Olympiques, hein. Le tout nouveau train à grande vitesse Hyperliner Japanese Bullet est le premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie est capable d'atteindre les 1000 km. Elle sera inaugurée durant l'ouverture de GMC lors d'une fête organisée par des sponsors de jeux d'étrangers ainsi en haut lieu. Puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête se trouve un lien potentiel avec kidnapping qui ont lieu au JMC de Boston 15 ans auparavant. Voilà, donc du coup, plus ou moins l'histoire, hein. Tu connais un peu Conan, peut-être pas, il est disponible sur Netflix, tu as les 2 premières saisons, tu l'as aussi sur Crunchyroll je crois, et sur Amazon Prime Video, donc c'est une série d'animation qui est depuis
très longtemps parmi nous. D'ailleurs, elle est à plus de 1000 épisodes, je crois, plus de 1045 épisodes, comme ça. Donc c'est un jeune lycéen, bien sûr, qui est fan de Sherlock Holmes et du Sir Conan Doyle qui a créé Sherlock Holmes, qui est détective à ses temps perdus en gros, jusqu'à un jour il tombe dans une organisation secrète qui le fait rétrécir et redevenir un enfant. Du coup il décide de mener l'enquête sur cette organisation secrète pour retrouver les coupables. Il décide de s'appeler Conan tout simplement pour référence à Sir Conan Doyle, le Sherlock Holmes, et décide de se faire adopter plus ou moins par sa meilleure amie, enfin son love intérêt qui est son père. Il est un détective privé et durant ces nombreux épisodes il mène des enquêtes pour trouver le fameux organisation secrète et les coupables, tout en n'empêchant pas de résoudre des meurtres, enfin tout simplement. Il a le même pouvoir de déduction que Sherlock Holmes, donc c'est une bonne série d'animation, hein. Ça fait très longtemps qu'elle est là, d'ailleurs elle continue au Japon, il y a des films et tout. Donc voilà, pour le film détective Conan Scarlet Bullet est super beau. C'est un Japon actuel, hein, bien sûr, c'est moderne maintenant. Et on va retrouver les bons éléments qui ont fait le bonheur de la série, on va pas se mentir. Et du coup, très bien fait, dessin super bien fait, musique super bien, histoire un peu classique, hein, un peu comme un épisode de Conan qui se déroule comme tu le vois sur Netflix ou en autre plateforme de streaming. Du coup, voilà, c'est un très bon film, je te conseille. Si t'as pas encore eu l'occasion de le regarder, pourquoi pas le trouver sur internet ou peut-être tout simplement de l'acheter quand il sortira en Blu-ray, en sachant qu'il y en a eu un nouveau en 2022. Donc apparemment maintenant le cinéma, les films d'animation japonais sont de plus en plus fréquents en France, donc c'est plutôt bonheur pour nous. Là cette année on va voir le film One Piece Red qui va arriver, et bien sûr Dragon Ball Super Hero, enfin Dragon Ball Super Héros, excusez-moi, qui vont pas tarder à arriver, donc c'est devenu un classique maintenant. Et on est plutôt satisfait de les avoir comme un classique maintenant, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit film de Conan, je vous mettrai un 7 ou 8, ouais, parce que c'est la continuité des épisodes. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des nouveaux personnages que je connais pas, parce que moi j'ai pas pu finir la série. J'en suis pas assez loin pour comprendre les nouveaux personnages, donc c'est un peu dommage. Mais ça t'empêche pas, justement, comme moi, si t'as pas terminé la série, de regarder les films, parce que c'est des histoires alternatives, donc c'est plutôt pas mal. C'est des hors-séries en gros, donc tu peux te permettre de regarder des films des Conan, tout en ne connaissant pas la série, tout simplement, qui est très très bien pour tout public, justement. Voilà, on passe aux séries. Donc, la première série que j'ai choisie, forcément, fallait qu'on en parle à un moment donné, c'était bien sûr Stranger Things, et ça tombe bien, j'ai attendu de voir tous les épisodes, les 7 épisodes, pour pouvoir en parler, car d'ailleurs, la deuxième partie ne va pas tarder à arriver, hein, elle arrive début juillet, donc on y est proche, là, très très proche, donc je voulais pas la faire trop tôt et pas trop tard non plus, justement pour pouvoir parler de la première saison. Donc c'est une série fantastique, science-fiction, drame et horreur, en science fantasy, qui a été réalisé par les frères Duffer, Matt et Ross, et produit par Sean Levy. Les acteurs principaux sont Winona Ryder, David Harbour, Finn Funfard, excuse-moi, que tu as déjà vu dans Ghostbusters Afterlife, et David Harbour, tu l'as vu dans Black Widow, où il jouait un super-héros. Tu as Millie Bobby Brown qui a joué dans les films Godzilla, et Enola Holmes qui est passé sur Netflix d'ailleurs, un 2 est produit d'ailleurs, tu peux aller le voir, il est excellent, avec notre ami Henry Cavill. Tu as Gaten Matarazzo, tu as Caleb Magologi, Noah Schnapp, Sadie Sink, Nathalie Dyer, Charlie Eaton, Joey Kerry, Maya Hawke, Priya Ferguson, Cara Bruno. Voilà, en gros il y a plein d'acteurs, hein. Bien sûr c'est Netflix qui produit la série. Et bien sûr, tu as eu la première apparition de la série à partir du 15 juillet 2016. Et c'est toujours en production, parce qu'on a la deuxième partie de Stranger Things saison 4 qui va arriver, et on a une saison 5 qui est prévue, mais nous n'avons pas encore la date de sortie. Donc Stranger Things est une série de télévisée américaine de science-fiction horrifique, créée par les frères Matt et Ross Duffer, et diffusée depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix. Elle compte à ce jour 4 saisons et 32 épisodes. La seconde partie de la 4e saison, composée de 2 épisodes, sera diffusée le 1er juillet 2022, qui vont être des épisodes hyper longs. Apparemment il y aura un épisode de 2 heures, ça va être un truc de ouf. Et une 5e et dernière saison a été annoncée le 17 février 2022. Donc l'ambiance en général de la série est fortement inspirée par les films de fantastique et de science-fiction des années 80, puisant des influences dans les œuvres de H.P. Lovecraft, Steven Spielberg, John Carpenter, John Hughes ou Stephen King. Excusez-moi.
Stranger Things est l'une des séries les plus diffusées en streaming, les plus regardées dans le monde. Voilà, juste ça. L'intrigue s'étale sur plusieurs années, entre 1983 à 1986. Donc comment a commencé d'ailleurs Stranger Things? Je te raconte un peu le résumé la première saison, hein. Bien sûr je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester le plus vague possible, et après je donnerai ma critique de cette quatrième saison de première partie. Donc c'est un soir de novembre 83 dans la ville de Hawkins, en Indiana. Le jeune Bill Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, omis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver, sa mère Joyce et ses amis menés par Mike, et guidés par la mystérieuse 11, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police Jim Hopper, qui est bien sûr David Harbour, qui a joué aussi dans Hellboy, le dernier Hellboy. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national de Hawkins, géré par le département de l'énergie des États-Unis, le DOE, est indirectement au Central Intelligence Agency, la CIA, dont les expériences dans le cadre du projet MK Ultra ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Voilà pour la première saison. Donc on va pouvoir passer à la critique de ces 4 saisons en général et de la première partie de la 4e saison. Donc qu'est-ce que nous aimons dans Stranger Things? D'abord l'ambiance, la musique, la soundtrack, les personnages qui sont hyper attachants, que ce soit les héros ou tous les acteurs en général. En général, si tu suis les adolescents, tu suis Mike et ses amis, Eleven, enfin 11 et plein d'autres personnages à travers leurs problèmes de tous les jours, scolarité, parents, enfin bref. Et entre temps, vous avez aussi les problèmes avec le fameux monde à l'envers, parce que ça y est, on le sait, hein, il y a un monde à l'envers qui a été ouvert à cause de 11, mais bon, j'en dirai pas plus. Et du coup, à cause de cette ouverture, le portail qui a été ouvert, c'est un peu la merde, on va dire, hein, dans Hawkins, la petite ville tranquille des États-Unis, hein, c'était une petite campagne. Et à partir du moment où la première disparition de Will de la première saison a commencé, ça a été en s'empirant, et du coup, la saison 1 et 2 étaient quasiment fait en même temps. Après, malheureusement, il y a eu un peu d'attente pour la saison 3, donc les personnages ont grandi, c'était un peu dommage. Et la saison 4, bien sûr, il y a eu énormément d'attentes, forcément à cause du Covid et tout ça, à cause de la pandémie Covid a été pas mal retardée, et du coup, maintenant, les jeunes acteurs, parce qu'ils étaient à l'époque des enfants, maintenant ils ont tous entre 16 et 18 ans, donc c'est des adultes quasiment maintenant. Mais bon, ça reste logique parce que la série a su s'adapter par rapport aux âges des jeunes acteurs. Et qu'est-ce qu'on aime, c'est surtout l'ambiance, les références, il y en a battu en voilà. Les musiques sont vraiment géniales, l'ambiance est un peu vraiment horrifique. Certains épisodes de la saison 4 est vraiment à la limite du film d'horreur, hein, on est vraiment très très proche. Je trouve que cette série est une des meilleures qui a été créée depuis ces dernières années. Ils ont réussi à trouver un subtil mélange entre horreur et science-fiction qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est vraiment, ça sort du lot, hein, vraiment. C'est une des meilleures séries de science-fiction et franchement, on a hâte de savoir la suite à chaque fois. Ça finit en cliffhanger et tu as tellement envie de savoir ce qui se passe que l'attente est très très longue. Donc du coup, cette saison 5, j'espère qu'elle va pas mettre trop de temps à attendre, en sachant que la fin de la saison 4 va arriver très bientôt. Donc on fera une vraie conclusion avec la saison 4 en général. Mais la première partie en tout cas était plein de surprises, plein de références, vraiment hyper horrifique. On a vraiment des épisodes où on est vraiment dans un film d'horreur, c'est vraiment génialissime. Moi perso j'adore cette série, je la trouve génialissime, tout simplement. Voilà, pour la critique. Alors qu'est-ce que je pourrais dire comme note sur cette série? Si on prend les 4 saisons pour l'instant, enfin les 4 saisons, en sachant qu'il y a eu la première jusqu'à la première partie de la saison 4, oh, je mettrais un 10 sur 10 quoi, direct. Il n'y a rien à cracher en fait, la série est vraiment génialissime. Voilà, donc je lui mettrais un 10 sans hésiter. Donc la deuxième série, donc forcément j'avais hâte aussi de parler de cette série, c'est bien sûr Star Wars Obi-Wan Kenobi, série télévisée, science-fiction, space opéra. C'est Hossein Amini et Kathleen Kennedy, Deborah Chow, qui sont les réalisateurs de cette saison. Les acteurs principaux sont bien sûr Ewan McGregor qui reprend le rôle de Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen qui reprend le rôle de Darth Vader et de Anakin Skywalker, et Vivian Lyra Blair et Moz Ingram, Nathalie Holt et John Williams qui a fait exclusivement un thème pour la série, parce que c'était son regret durant la prélogie de Star Wars, parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire un thème juste pour Obi-Wan Kenobi, et du coup là il a eu assez de chance de faire ce thème pour cette série, et ce thème est vraiment génialissime.
Il fait beaucoup penser à un thème Star Wars, vraiment remixé, mais vraiment génial. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaissait. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. John Williams, après toutes ces années, a toujours cette magie en lui, en sachant que John Williams il a fait la plupart des musiques les plus connues du monde. Là d'ailleurs, qui a reconnu Jurassic Park, c'était lui, Superman c'était lui, Star Wars c'était lui, Indiana Jones c'était lui. Enfin, il en a fait tellement que voilà quoi, c'est un grand compositeur. Je pense que le jour où il va partir, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui seront en deuil parce que ce mec-là était un génie de la musique, hein, clairement. Donc voilà pour la petite aparté. Donc Obi-Wan Kenobi, de son titre Star Wars Obi-Wan Kenobi, est une mini-série américaine prise de vue réelle. Elle fait partie de l'univers de la saga Star Wars. L'histoire se déroule 10 ans après la revanche des Sith, c'est-à-dire l'épisode 3 de la prélogie, et 9 ans avant Un Nouvel Espoir. Dans une galaxie dirigée par d'une main de fer par l'Empire Galactique, elle rencontre les aventures du maître Jedi Obi-Wan Kenobi dans l'exil sur Tatooine, où elle veille sur, forcément, Luke Skywalker, hein, tu l'as dit, tu l'as compris, et perturbée par l'enlèvement de la jeune Leia Organa, qui est la sœur de Luke, hein, et qui est la fille de Darth Vader, mais ça tu le savais déjà, hein, a repris du service du coup. Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent leur rôle respectif d'Obi-Wan et de Anakin, devenu Darth Vader, qu'il avait tenu dans la prélogie 20 ans plus tôt. Déjà 20 ans, c'est énorme. Tandis que Leia, âgée ici de 10 ans, est incarnée par Viviane Lyra Blair, qui est très ressemblante à Carrie Fisher à l'époque où elle était petite. J'ai été choqué, j'ai vu une photo où on a vu les deux côte à côte et c'est vraiment très rapprochant. C'est vraiment bluffant, ils ont vraiment fait un super boulot. Les 6 épisodes que compte la série, tous réalisés par Deborah Chow, sont diffusés depuis le 27 mai 2022 sur la plateforme Disney+. Et l'heure où je te parle, il y en a déjà 5 épisodes, donc on a quasiment fini la première saison. On sait qu'il y a une deuxième saison qui a été officialisée, donc c'est hyper cool. Donc le dernier épisode, ça sera la semaine prochaine, donc on fera une critique je pense plus tard, on y reviendra dessus. Et en plus l'épisode va durer 1h30. L'épisode 6 d'Obi-Wan Kenobi durera 1h30, c'est juste énorme. Donc on va faire un petit synopsis. C'est à la suite de la chute de Lord Jedi, l'empereur Sith Palpatine a installé son régime de fer sur la galaxie, et 10 ans après l'exécution de l'Ordre 66, Obi-Wan Kenobi mène une vie d'ermite sur la planète Tatooine en accomplissant sa mission, veiller discrètement sur le jeune Luke Skywalker face à la menace qui représente l'Empire. Et en particulier son ancien apprenti devenu le bras armé de l'empereur, Darth Vader, qui est aussi le père de Luke. Kenobi va être amené à quitter sa cachette, à partir à travers la galaxie afin de secourir la sœur jumelle de Luke, la princesse Alderine Leia Organa, âgée de 10 ans, qui a été enlevée par la troisième sœur Reva Sevander, et à la poursuite d'Obi-Wan. Son objectif obsessionnel est de le capturer et de lui livrer à son maître Darth Vader, et les chemins de ce dernier et du Jedi vont se croiser après tant d'années. Donc voilà, on va passer à la critique. Voilà, on va passer à la critique de Star Wars Obi-Wan Kenobi. Donc ça fait très longtemps qu'on entendait parler de cette série. Au départ c'était prévu pour être un film, finalement ça a été une mini-série de 6 épisodes. Alors à la base ça devait être une exclusivité à durée limitée, et finalement ils ont changé de fusil d'épaule. Cette fois il y aura une deuxième saison. Du coup cette série est vraiment magnifique. Franchement c'est la meilleure série Star Wars qu'on a vue. Il y a eu The Mandalorian qui était déjà pas mal. Malheureusement Boba Fett était pas mal mais n'a pas accompli son taf. Et du coup Obi-Wan Kenobi était vraiment attendu avec impatience, avec le retour d'Ewan McGregor, hein, bien sûr, qui a fait qui est déjà Obi-Wan Kenobi depuis plusieurs années, hein, déjà, on va pas se mentir. Donc du coup on était hypé depuis de ouf de savoir que enfin ils revenaient tous les deux, que ça soit Hayden Christensen et Ewan McGregor dans leur rôle respectif. Donc c'était juste, la hype a été au sommet, et on attendait ce fameux premier épisode avec ce fameux thème réalisé par John Williams que tu entends derrière moi. Tous les éléments étaient réunis pour faire une série de ouf quoi. Et du coup les premiers épisodes ont été juste génial. Franchement même trop court, on a l'impression que c'est trop court. On est tellement replongé dans la nostalgie des premiers films, enfin des épisodes 1, épisode 2, épisode 3, enfin même il y a des références à l'épisode 4, et c'est sans arrêt avec des références de ouf. La série est géniale, l'histoire est
est plutôt simple, mais ça reste correct, c'est efficace, quoi. Obi-Wan qui part à la recherche de Léa qui a été kidnappée, donc forcément c'est classique, hein, mais ça reste simple et efficace, comme on aime, et du coup de revoir Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan est juste génial. Et puis en plus il joue avec son âge, donc c'est juste génial, c'est complètement assumé. Et puis bah forcément le retour de Hayden Christensen en Dark Vador était tellement attendu, mais vraiment, et quand on les revoit face à face l'un contre l'autre, waouh, c'est juste, waouh, t'es juste projeté dans un autre monde, quoi. T'es vraiment avec Star Wars et tu veux plus rien lâcher, quoi. Franchement, t'es au top, y a rien à dire, t'es au top. La série est vraiment énorme, et du coup j'ai hâte de voir cette finale, ce final de l'épisode 6, en sachant qu'il y a des nouvelles séries qui vont arriver. Ce n'est pas terminé, on a Andor qui va arriver à partir du mois d'août, tu as la série Ahsoka, tu as Mandalorian qui est annoncé pour le mois de février 2023, Star Wars est vraiment ancré dans Disney+, et franchement s'il n'y aurait pas Star Wars et Marvel, je pense que Disney+, n'aurait pas autant de succès que ça, quoi. C'est vraiment ces deux univers qui sauvent un peu les meubles, on va dire, et les séries sont vraiment de qualité. Quoi que ce soit Marvel, ils ont un peu de mal avec les séries Marvel, je trouve moins efficaces que... Bah, j'en reparlerai plus tard, hein, je te le dirai, mais les séries Marvel je les trouve moins efficaces que les séries Star Wars, en sachant que Star Wars est fait vraiment correctement, c'est vraiment bien fait, à part Boba Fett qui a été, bon, j'ai l'impression plus bâclé qu'autre chose, mais bon, à pas non plus trop juger, parce que c'était juste une mini-série. Donc voilà, ça te permet de pouvoir pas vraiment t'accrocher au personnage, c'est juste pour découvrir un autre univers, un autre aspect de Star Wars, qui est plutôt intéressant. Et Obi-Wan Kenobi, c'est vraiment, waouh, c'est magnifique. Et le thème de John Williams, c'est, waouh, il n'y a pas de mots, quoi, t'es transporté, on va dire. Donc si j'avais une note à lui remettre, je mettrais comme Stranger Things, je lui mettrais un 10 sans problème, sans hésiter, parce que c'est amplement mérité. Franchement, j'ai hâte de voir ce final. Déjà, on a eu un début de combat entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi, j'en dirais pas plus, et c'est juste... tu te prends une gifle dans ta gueule, quoi, mais clairement, quoi, et c'est juste top, de ouf. Et en plus, on a eu plusieurs duels, je te le dirai pas, mais ils valent énormément le coup, ça vaut vraiment l'attente. Ça vaut vraiment une semaine d'attente, c'est vraiment, c'est minimum, quoi. Parce que t'aurais tout d'un coup, ça aurait du gâchis, quoi. Voilà, pour cette série, on passe au film. Donc, le premier film que j'ai vu cette semaine, enfin je l'ai vu un peu un moment, mais bon, j'attendais le bon moment pour te le sortir, parce qu'il y a eu pas mal de sorties entre temps, hein, mais bon, là c'est l'occasion, ça tombe bien. Donc, je suis parti voir un film de psychopathe, de malade, j'avoue, j'ai surkiffé. Il s'appelle The Northman, c'est réalisé par Robert Eggers, Sion et Robin Carolan. Les acteurs principaux sont Alexander Skarsgård, que tu as vu dans le film Tarzan. Si tu ne connais pas le film Tarzan, et tu as raté quelque chose, c'est un super film. Et on l'a vu aussi récemment dans Godzilla vs Kong, je crois. Tu as Nicole Kidman, qui est une actrice hyper connue, hyper cotée, hein, voilà, elle a joué dans Batman, elle a joué dans plein de films, enfin bref, c'est une grande actrice. Et tu as aussi William Dafoe, que tu as vu récemment dans Spider-Man No Way Home, dans le rôle du bouffon vert, hein, qui est énormément connu. Tu as Björk et Anaya Taylor-Joy, et Ethan Hawke, que tu as vu aussi récemment dans la série Marvel Moon Knight, qui est une des meilleures séries de Marvel qui s'en sort le mieux. Voilà. Du coup, le film est sorti cette année en 2022, et Northman, ou L'Homme du Nord, est un film d'aventure américano-britannique, écrit et réalisé par Robert Eggers, sorti en 2022. C'est au Xe siècle, Hamlet, un prince nordique, se lance dans une quête afin de venger la mort de son père, tué par son oncle Folnir. Il retrouvera sa trace en Islande et se fait passer pour esclave, justement, pour pouvoir mettre en place sa vengeance. Voilà. Donc il a été annoncé comme le film de viking attitré. Du coup, voilà, c'est une ambiance de viking de ouf. Donc c'est-à-dire les scènes de boucherie sont au rendez-vous. Tu as les scènes avec les dieux qui sont juste excellentes. On a l'impression par moment de voir du God of War, franchement c'était magnifique. Et du coup, je vais passer à la critique, hein, tout simplement, on va passer à la critique. Alors qu'est-ce qu'on peut te dire, c'est que déjà Alexander Skarsgård nous avait déjà impressionné dans le rôle de Tarzan, qui était hyper musclé, hyper svelte, hyper athlétique. Et là dans Northman, je le trouve monstrueux, il est encore plus monstrueux que dans Tarzan. Et il est 2 fois plus balèze, quoi, clairement, je sais pas comment il a fait. Il a dû manger un cheval, je sais pas comment il a fait, mais il est hyper balèze, hyper dessiné.
Les scènes de combat sont juste waouh, d'un autre monde, hein, clairement. C'est d'un autre monde. Et du coup, l'histoire, elle est simple. Hein, quand son père, il se fait tuer, le mec, il décide de se barrer. Et la seule chose qui se dit dans sa tête, c'est je vais le tuer, je vais venger mon père. Je vais sauver ma mère, je vais tous les tuer, blablabla, blablabla. Enfin bref, le mec c'est un psychopathe. Et après, du coup, une fois que quelques années sont passées, plusieurs années après, où il est devenu un grand guerrier redouté par tous les Vikings eux-mêmes, qui s'appelle The Beast, juste ça, il s'appelle The Beast, hein. Voilà, t'as compris. Et du coup, le gars, il décide de se venger et retrouver son beau-père, enfin son oncle qui est marié avec sa mère, hein, je t'ai spoil un petit peu, mais bon voilà. Du coup, qui est Nicole Kidman, sa mère, bien sûr, et c'est là qu'il décide de mettre en place sa vengeance. Et la vengeance, c'est salace. La vengeance, c'est vraiment salace. Et c'est vraiment, vraiment un film de psychopathe. Moi, j'ai hyper adoré. J'ai trouvé ça génial avec un final, mais de légende, un final mythique, quoi. C'est le vrai film de Viking, quoi. En sachant que la série Viking, déjà, elle avait déjà mis la barre très très haut. C'était vraiment fidèle à l'ambiance Viking et tout ça. Et là, le film Norsemen, il y a énormément d'inspiration à la série Viking, hein, forcément, mais ils l'ont monté d'un cran. Le niveau est vraiment supérieur. Si je lui mettrais une note, je lui mettrais un 9, ouais. Un 9, parce que franchement, le film est pas assez long, je trouve. Pourtant, il dure 2 heures, hein, mais tu le trouves pas assez long. Et pas assez de tape, hein. Franchement, il y a de la tape, mais son monumental, c'est vraiment de la boucherie, quoi. C'est même pas, il n'y a pas le temps, quoi. Le gars, il est là, il fait de la boucherie, tout simplement, quoi. Et voilà, c'est le seul truc que je mettrais un 9 pour... ouais, j'ai pas trouvé assez long, et un peu bâclé sur la fin, mais bon, c'est pas grave. Ça reste un putain de film de ouf. Donc, on passe au... Donc, le dernier film de cette sortie de la semaine, de cette semaine, tout simplement, c'est bien sûr Jurassic Park, le monde d'après, ou Dominion. Réalisateur, c'est Colin Trevorrow, qui avait déjà réalisé le Jurassic World, le Jurassic Park 4. Derek Connolly s'occupait du scénario. La musique, c'est Michael Giacchino. Les acteurs principaux sont bien sûr Chris Pratt qui joue le rôle de Owen depuis le Jurassic Park 4, Bryce Dallas Howard qui est la copine de Owen, qui était l'organisatrice, enfin la plus ou moins ouais, sous-chef du chef, enfin bref, de Jurassic World, le quatrième. Et ce volet Dominion, qui s'appelle Le Monde d'après en français, annonce le retour qu'on attendait depuis tellement longtemps, ce retour tellement attendu de les premiers acteurs du premier film, qui est bien sûr Sam Neill dans le rôle du professeur Grant, Laura Dern qui joue le professeur Slater, et Jeff Goldblum que tu avais déjà revu dans le Fallen Kingdom, le Jurassic World 2, ou le 5, comme tu préfères. Dans le rôle de Ian Malcolm, le professeur Ian Malcolm. Et du coup, voilà, ils sont de retour tous les trois réunis pour ce dernier chapitre, ce final, cette conclusion à cette saga qui s'était lancée en 1993, excusez-moi. Moi j'avais 10 ans à l'époque, hein, quand même c'était un des premiers films, pas un des premiers, mais dans les premiers films que j'étais parti voir au cinéma. C'était vraiment un souvenir de kiffant, parce que c'est la première fois au monde qu'on voyait des dinosaures géants sur grand écran, avec la magie de Spielberg qui était toujours là depuis tellement d'années, avec E.T., enfin bref, il a fait tellement de films Indiana Jones où il y a de la magie dans ses films, que Jurassic Park, le tout premier du nom, était la conclusion de son art, comme quoi le gars c'était un génie, hein, tout simplement. C'était vraiment un rêve de gosse qu'il voulait réaliser, il voulait faire des dinos géants, et il a entièrement réussi. En plus le film a été réalisé avec des animatroniques. C'est quand même impressionnant, il y avait des animatroniques de dinosaures pour faire le film, c'est énorme. En plus il y a eu une tempête durant le premier film, il a quand même tourné le gars, comme quoi il était déter, hein. Et il faut savoir que en fait, Jurassic Park c'était le début de la 3D, donc on était vraiment au tout début, et pour moi reste mais encore un film vraiment culte, quoi. Quand tu le regardes, le film il est encore regardable, quoi. Il est encore beau à regarder, il est encore magnifique, les effets spéciaux sont magnifiques, franchement c'est... Le film, a l'impression qu'il n'a pas vieilli d'un trait, quoi. Quand tu regardes le nouveau Dominion, donc forcément il y a plus de moyens, plus de budget avec les ordinateurs, plus performants. Maintenant c'est plus dans les détails, dans les poils, dans la peau des dinosaures qui est un peu plus détaillée.
Tandis qu'à l'époque, ils ont fait ça avec des robots, quoi, les gars, des marionnettes, quoi. Et du coup, la plupart des robots étaient pas intégralement, ils étaient juste de moitié. Je crois qu'il y en avait un ou deux qui étaient en intégrale, donc tu avais des robots de 3 mètres de haut, quand même. Donc c'est énorme. Et là, du coup, quand on a appris que, après l'abandon du 5e film, Colin Trevorrow reprenait le rôle de réalisateur, parce que Steven Spielberg n'a réalisé que 2, mais il est toujours resté producteur de la série, en sachant que le 3 avait été réalisé par George Heston, celui qui avait fait Jumanji, le 5 a été réalisé par un mec, c'est un Mexicain je crois, mais c'est pas mon préféré, il est très très nul je trouve, il est très moyen par rapport aux autres. Et voilà, du coup Colin Trevorrow reprenait sa casquette de réalisateur durant le 6e film, le dernier, et Steven Spielberg toujours à la production, voilà quoi, qui a participé bien sûr au scénario, à la production, qui a beaucoup aidé aussi pour le recrutement des anciens. Apparemment il leur a tous passé un coup de fil en leur disant écoute là mec j'ai besoin de toi, écoute meuf il faut que tu reviennes. Et du coup c'est un gros kiff de retrouver nos acteurs de la première génération, les premiers films qui sont devenus légendaires, hein. Le premier film est devenu légendaire. Professeur Grant était mon préféré de tous les acteurs qu'il y avait dans la série. Et du coup, voilà, on peut passer un petit peu à l'épisode 6, là, le Jurassic World, le monde d'après, ou Dominion, comme tu préfères, est un film science-fiction américain, co-écrit et réalisé par Colin Trevorrow, sorti en 2022 depuis le 8 juin. Il s'agit du 6e volet de la cinématographique Jurassic Park et la suite de Jurassic World, Fallen Kingdom, de Juan Antonio Bayona, qui est sorti en 2018, et du court-métrage Battle of Big Rock de Colin Trevorrow. Et d'ailleurs, il y a aussi une série qui s'appelle La Colo du Crétacé, qui est sur Netflix aussi, qui est dans l'univers de Jurassic World aussi. Donc les dinosaures font désormais des ravages écologiques un peu partout dans le monde. La place de ces créatures dans le monde humain est remise en question. Plusieurs animaux sont braconnés et capturés par des entreprises malveillantes. Quand le bébé du Vélociraptor de Blue, qui s'appelle Beta, et le clone humain Maisie sont enlevés par des braconniers, Owen et Claire se lancent à leur secours jusqu'à dans une réserve de dinosaures gérée par une corporation aux intentions sinistres sur laquelle enquêtent aussi Alan Grant et Ellie Slater. Ces derniers s'y rendent sur invitation de leur ami Ian Malcolm. Donc c'est en février 2018 que Universal annonce le développement d'un 3e film Jurassic World, avant de la sortie de Jurassic World Fallen Kingdom au cinéma en juin de la même année. En mars, Steven Spielberg annonce le retour de Colin Trevorrow à l'écriture ainsi qu'à la réalisation du film. Il sera accompagné de Emily Carmichael et l'écriture du scénario d'après une histoire imaginée par Derek Connolly. En septembre 2019, Colin Trevorrow dévoile un court-métrage intitulé Battle of Big Rock, dont l'intrigue avait lieu après les événements du précédent volet, montrant vers quel chemin allait se diriger le 3e film. Le 25 février 2020, Colin Trevorrow révèle que le titre officiel du film sera Jurassic World Dominion. Le titre Dominion signifie souveraineté ou contrôle. L'homme de contrôler la nature, selon Chris Pratt sur son compte Twitter. Peu après le post de Trevorrow, de plus, ce dernier annonce lors d'une interview que le film sera comme un Avengers Endgame dans le sens où il présentera tous les personnages des autres films de la franchise. En septembre, on révèle que le titre français du Jurassic World sera Le Monde d'après en 2021. La première bande-annonce du film dévoilée en juin 2022. Voilà, en gros, pour le pitch. Et du coup, on va passer à la critique. Donc, la critique de ce dernier volet, en sachant que c'est la pseudo-conclusion, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une suite ou pas, je pense pas, je pense que c'est vraiment le dernier volet. Jurassic World tire sa révérence, hein, après tant d'années, depuis 93, il est chez nous, il en a fait 6 volets. Bon, ils sont pas tous bons, on va pas se mentir. Le premier reste magique pour moi, il est vraiment le meilleur. Le 3 était pas mal, après tu fais le tri, le 4 était bon, mais il ressemblait beaucoup au premier. Enfin, chacun a ses préférences. Le 2, c'était plus centré action. Après, le 5, c'était Fallen Kingdom, était plus une copie du Monde Perdu, enfin, mais une copie bizarre, un peu horrifique, un peu chelou, enfin bref. On comprenait pas trop où il allait ce film, je l'ai pas compris, franchement, personnellement, j'ai trouvé à chier, quoi. Bon, bref, après, c'est mon opinion perso, hein, je veux pas envisager que les gens ne soient pas d'accord avec moi, ça me dérange pas, et vous avez entièrement raison. Moi, je n'ai pas du tout aimé le Fallen Kingdom, donc j'avais hâte de retrouver Jurassic World, la licence, et surtout les anciens acteurs du premier film.
qui était annoncé, comme quoi c'était le grand retour, qu'ils n'allaient pas juste faire une petite apparition, dire salut on est là, ils allaient vraiment avoir un rôle à jouer. Colin Trevorrow a eu une très bonne gestion des persos, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très bien, que ça soit Sam Neill, Jeff Goldblum, Lauren Dern, Chris Pratt et Bryce Dallas. En fait leur apparition est bien gérée à l'écran. Même est de retour notre ami Omar Sy, le français. Perso, j'ai pas compris pourquoi il était là. Sa scène, elle sert à rien du tout. Donc voilà, on va pas se mentir, hein. Il est dans le film et on comprend pourquoi il est là. Ça ne sert absolument à rien, ça n'apporte rien au film. J'ai rien contre Omar Sy, hein, contrairement. Hein. Mais j'ai trouvé que sa scène, elle sert à rien. C'était juste pour dire, voilà, il est là. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça sert à rien, clairement. En ce qui concerne l'histoire, le scénario. Donc j'ai parlé gestion des personnages, des acteurs, très bien fait, nickel. En ce qui sache l'histoire, l'histoire je m'attendais vraiment à un truc de ouf, hein, je vais essayer d'en spoiler le moins possible. C'était le retour de nos anciens acteurs, les nouveaux, rassembler les deux générations, ça a été très bien géré, ça a très bien été géré. Le seul problème que je regrette dans ce film, c'est qu'à la fin de Fallen Kingdom, il t'annonce que ça va être la fin du monde, ça va être l'apocalypse quoi, parce que les dinos sont lâchés dans le monde des humains. Tu sais que ça va se fight, tu vas avoir de la tape. Et tu sais qu'à un moment donné, il le dit même, il y a une comme dans le numéro 5, que les humains et les dinos ne peuvent pas coexister, c'est pas possible. Et à la fin, ça va à la destruction, clairement. Donc du coup, bon, le monde d'après, déjà ça t'annonçait un petit peu que ça allait partir dans ce sens-là. Et après, quand tu vois le scénario du film, enfin l'histoire du film, donc enfin dire l'excuse pour faire revenir les anciens acteurs, je ne l'ai pas retrouvé justifié, hein, clairement, parce que on peut le dire, c'est des insectes qui détruisent les blés et les dinos apparemment. Tu dis des insectes, t'avais pas d'autre idée que des insectes, sérieusement? Des insectes. Bon, des insectes mutants, hein, mais bon, des insectes quand même. C'est des dinos. Les dinos, ils peuvent créer des insectes normalement, enfin bref. Mais bon, c'est des insectes mutants, bon, bref. Pourquoi pas? Tu dis, vas-y, nique ça, pourquoi pas? What the fuck? Après l'histoire de Owen et de sa copine qui partent à la recherche de leur fille adoptive mutant qui parle aux dinos, qui est un X-Men. Déjà les insectes, déjà tu te dis ouais. Après maintenant la fille mutant qui parle aux dinos, enfin qui comprend les dinos. Enfin après ils l'ont corrigé pendant le film heureusement parce que bon j'allais dire ça y est c'est un X-Men. Non elle ne parle pas aux dinos mais elle les comprend. D'accord, ok, bon c'est quasiment pareil mais bon voilà. Bon, bof, pas de ouf, et en plus j'ai trouvé que tous les aimants étaient réunis, t'avais les anciens acteurs, les nouveaux acteurs, le monde y partait en cacahuète, parce que les dinos et les humains et les autres se sont rencontrés enfin dans le monde d'aujourd'hui, donc tu t'attendais vraiment à un fight quoi, à un truc à Godzilla quoi, et non pas du tout, en fait ils vivent leur vie, les dinos font leur vie, bon ils graillent des renards, ils graillent des lapins, ils font leur vie quoi, tranquille, ils sont dans la forêt, tout va bien. Les gens ils se baladent, ils voient des dinos, c'est pas grave, ça choque personne. Oh c'est un dino, salut. Ouais j'ai pas compris, j'ai trouvé ça vraiment dommage. La scène à Omar Sy, elle ne sert à rien. T'avais l'impression de te retrouver dans Fast and Furious ou dans un James Bond, avec des dinos qui courent dans la ville et tout, t'as l'impression de voir mourir ne peut attendre la scène d'action quoi. Je ne vois pas l'intérêt, clairement elle ne sert à rien, elle n'apporte rien au film, c'est une perte de temps, mais pourquoi pas, vas-y, mais il fallait de l'action je pense, il fallait faire une scène d'action. Peut-être Omar Sy, il a posé qui ferait une scène à James Bond. C'est une inutilité, mais de ouf. La seule chose vraiment que j'ai appréciée durant ce dernier volet que j'attendais énormément, j'ai été énormément déçu, c'était le retour des anciens. Je trouve que leur apparition est juste géniale, ça fait plaisir de les revoir. La chimie refonctionne, t'es retransporté en enfance. Surtout qu'ils n'ont pas bougé d'un cran depuis 93. Ils ont la même tête, ils n'ont pas changé leur personnalité, c'est vraiment les mêmes personnages que tu avais en 93, c'est vraiment hyper bien fait. J'ai adoré ça. Le choc des cultures avec la nouvelle génération, avec Chris Pratt et Sam Neill, bon j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça drôle. Ils ont mis quand même quasiment 2 heures pour se rencontrer, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû les faire rencontrer bien plus tôt, c'est mon opinion en perso. Mais ils ont mis 2 heures à se rencontrer, ils se rencontrent juste pour la fin, tu dis ouais d'accord. Dans un sens c'est pas plus mal puisque je voyais pas Chris Pratt avec Sam Neill pendant 2 heures. Ça m'aurait saoulé, mais bon, je l'ai trouvé un peu long pour la rencontre. Après, bon, voilà, ça fonctionne, c'est sympa, il y a des vannes, ils se balancent des vannes, bon, c'est drôle. Ça reste assez drôle, mais c'est pas le final que j'attendais, en fait. Donc, c'est pas le final que j'attendais. Je m'attendais à, je suis désolé, plus d'ambition, plus d'enjeux.
Bon, t'es content de retrouver les anciens. Ça finit comme ça a commencé en fait. C'est les dinos et les humains doivent coexister. Mais en fait, ça on l'a déjà dit depuis le 5 quoi. Ça sert à rien en fait. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais bon, ça juste fait plaisir de retrouver les anciens, de revoir ces acteurs qui nous ont fait grandir. Depuis tout petit, moi je suis Jurassic Park depuis le premier. J'adore les Jurassic Park. Et du coup de les revoir à l'écran, la chimie fonctionne, la nostalgie est renée. Il y a plus en plus de dinos, je crois que c'est le film où il y a plus de dinos par rapport aux autres. Il y a trop d'effets spéciaux. Je suis d'accord avec les critiques, parce qu'il y a pas mal de critiques, il a pas mal été critiqué. Il y a énormément d'effets spéciaux, les dinos sont hyper bien faits, mais je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien voulu qu'on reste un petit peu dans la nostalgie des premiers. Avec les animatroniques, enfin les marionnettes, là il y a beaucoup de 3D en fait, pas pour grand chose en fait. Et à la fin, le coup que ça finit dans une espèce de parc bizarre, ouais, pourquoi pas, mais bon, ça a pu être mieux, tu vois. Parce que moi, pour moi, le Jurassic Park doit se passer comme ça, doit se passer comme dans la forêt, avec les humains, les dinos, enfin ça doit être le bordel quoi. Et non, en fait, finalement, ça va, ça se passe plutôt bien. Ils rencontrent un nouveau dino, le Gigatosaure. Bon, ils sont en stress, hein, ils paniquent un peu. Hein, ils disent ah, un nouveau dino, mais ils arrivent à s'en sortir malgré tout. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils sont tous là à la fin, du début à la fin, magnifique. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a retrouvé le premier acteur du premier film, qui beaucoup de références au premier d'ailleurs, qui est l'agent secret qui croise l'informaticien du premier Jurassic Park. Donc c'est lui le grand vilain de ce final. Et du coup ça a fait plaisir de le revoir parce que c'est lui le grand méchant. Et du coup même le professeur Wu là, celui qui a foutu un peu le bordel depuis l'épisode 1 en fait, et bah du coup il a une espèce de rédemption. J'ai trouvé ça justice de lui rendre une petite justice comme quoi le mec c'est un mec bien finalement. J'ai trouvé ça pas mal, bien amené. Du coup si j'avais une note à faire sur ce dernier volet de Jurassic World Dominion, enfin le monde d'après, je lui mettrais... Allez, ça serait compliqué parce qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle. Pour la nostalgie, je mettrais un 8 ou un 9. Tout ce qui est nostalgie, les dinos, la musique, même la musique, le thème Jurassic Park que tu entends derrière a été ciblé pour les anciens. Le thème à partir de Jurassic World que tu entends depuis l'épisode 4 a été ciblé pour les nouveaux, ça a été vraiment hyper bien fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. La rencontre entre la nouvelle génération et l'ancienne génération est plutôt bien gérée, donc ça je mettrais un 9, voilà, pour le fun. Mais en ce qui concerne l'histoire, les effets spéciaux, les scènes d'action, j'ai trouvé pas ouf, hein, je vais pas te mentir, j'ai pas trouvé ça génial. Ici je lui mettrais un 3 ou un 4 quoi, clairement. Ça vaut vraiment pas le coup quoi, clairement. Pour un final, je m'attendais à beaucoup mieux, même s'il y a des bons passages, il y a certains passages que j'ai appréciés. J'ai trouvé des passages trop lourds, trop longs, trop chiants. Donc du coup, comme je t'ai dit, gestion de personnages, gestion de nostalgie, musique, ambiance, ouais, 9. Ce qui est histoire, action, effets spéciaux, bah c'est un 4 quoi, un 3 quoi, et il faut tout pour faire un film quoi. Donc ça reste mon opinion, ça reste que mon avis, hein. Je suis pas un expert, hein. C'est que mon ressenti perso que j'ai eu pendant la projection. C'est un final, voilà, c'est la fin. Maintenant, l'histoire fallait qu'elle s'arrête, hein. De toute façon à un moment donné fallait qu'elle s'arrête. Forcément on n'est pas tous d'accord avec comment ça devait se terminer, mais voilà, ça reste une fin plutôt potable. On va dire que si tu compares au dernier film Star Wars qu'on a eu, bon c'est vrai que la comparaison elle est énorme, mais je les ai trouvés pour un final mieux géré, mieux amené que par exemple l'ascension des Skywalker quoi. Voilà. Si je vais faire une comparaison, ça sera celle-là. Je trouve que le final Jurassic World est mieux que le final de Star Wars. Voilà. Et beaucoup plus sympa, voilà. Et beaucoup plus fun. Tandis que le Star Wars, l'ascension de Skywalker, voilà quoi. C'est très très lourd et très lourdingue, on va pas kiffer. Mais en sachant que oui, si on pouvait comparer, il est mieux fait, mieux géré, il y a du positif, mais ça reste pas parfait quoi. Voilà. Pour moi, le parfait, ça restera le premier. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Hein. Pour moi, le premier restera le meilleur de cette saga qui a duré plus de 20 ans, hein, clairement. On est bientôt en 2023. Le premier a été fait en 93, donc voilà, ça fait 20 ans que Jurassic Park, ça existe. Donc ça se termine comme ça. Bon bah voilà, c'est plutôt beau. Ça a duré 20 ans, c'est énorme. Peut-être plus tard, on va se retrouver pour un Jurassic Park reboot ou 7, allez savoir. On sait jamais.
qu'est-ce qui peut arriver. Voilà pour cette nouvelle émission, j'espère que ça t'a plu, mets-moi un pouce en l'air si t'as kiffé, ou un pouce pas, ou pas de pouce si t'as pas kiffé, voilà, et surtout, être passionné c'est être fan, et garde le fan spirit en toi, allez, ciao.